Bonjour à tous. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit oui dans le chat si vous entendez bien le son? Super, merci beaucoup. Alors, bienvenue dans ce partage d'expérience de Jean-Yves Labouche sur le thème « Instaurer des rituels en maths collège pour une meilleure autonomie des élèves ». Donc, Jean-Yves Labouche est enseignant en mathématiques, créateur du site monclasseurdemaths.fr et il est auteur des carnets d'automatisme 5e et 6e. Avant de lui laisser la parole, une petite précision. La présentation va durer une quarantaine de minutes et ensuite vous aurez un temps pour vos questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions qui est juste à droite de votre écran. Et voilà, et sur ce, je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à l'intervenant. Bonjour à tous, merci Marie. Donc nous allons parler, oui, de la ritualisation possible en cours de mathématiques. Alors ce que je vais vous présenter, c'est ce que je fais en classe de 6e, et évidemment, on doit pouvoir adapter ça sur d'autres niveaux. Alors avant de commencer à vous présenter les outils, ça va être l'essentiel de ma présentation, hein, ça va être de vous présenter les outils, c'est un petit peu... vous montrer un petit peu le questionnement qu'il y a derrière et les objectifs. Alors, des objectifs qui sont plus ou moins atteints. Je crois qu'on sera tous d'accord qu'on travaille tous pour la réussite de nos élèves. Après, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher de cet objectif principal qui est la réussite de nos élèves. Et bon, moi, j'ai commencé à enseigner il y a maintenant un petit peu longtemps. Je suis un petit peu de la vieille école et il y a eu un moment où j'ai voulu évoluer dans mes pratiques et trouver des pratiques où les élèves seraient plus actifs, plus responsables, des élèves qui peuvent s'entraider, qui sont autonomes, etc. Des choses sans doute qui paraissent très évidentes à beaucoup de personnes. Mais tout ce que je vais vous présenter là, en fait, aujourd'hui, tout va vers ça, en fait. C'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Et il y a un point qu'on n'évoque pas trop souvent, c'est le premier en haut à gauche, les élèves en confiance. Je pense qu'enlever tout stress possible dû à un cours auprès des élèves, c'est les mettre en bonne condition. C'est quelque chose qui est très important, on va en reparler. Alors, les outils que j'utilise, quand on voit qu'il y a un cahier de leçons, un cahier de calcul mental, l'ordinateur, entre les deux cahiers en bas, il y a ce que j'appelle les fiches mémo, un cahier d'exercice, un cahier normal, le matériel de géométrie, ça fait beaucoup de choses. Là, je parle donc de la classe de 6e. Ça fait beaucoup de choses. Donc, pour pouvoir utiliser tous ces outils, il faut vraiment instaurer des rituels, c'est-à-dire que les élèves sachent toujours à quel moment on fait quoi, comment on va le faire, il n'y a pas de surprise, et on y arrive. On y arrive. Même si au début, on peut se dire « Oh là là, ça fait beaucoup de choses, comment on va gérer tout ça ?» Et en fait, on peut instaurer un rythme de classe qui fait que ça va bien se passer. Alors, ces outils, je vais vous les présenter un par un, en fait, en prenant pour plan de présentation le déroulé d'une séquence type. Donc, on va commencer par parler du rituel ou des rituels de calcul mental, qui sont éventuellement accompagnés d'une évaluation. On va ensuite parler de comment on travaille avec le cahier de leçons, avec toujours éventuellement des évaluations. On va ensuite voir comment on travaille sur des séries d'exercices, les exerciceurs, donc ça c'est la partie sur ordinateur, et la fin de séance. Et donc on va commencer par le cahier de calcul mental. Alors tous ces outils là que je viens de vous montrer, ils sont disponible sur mon site internet, et le cahier de calcul mental, c'est un cahier que j'ai construit en plusieurs années, hein. Ça m'a pris beaucoup de temps d'arriver au résultat qui est partagé sur mon site actuellement. Je l'ai partagé il y a 3 ans déjà, il est maintenant édité, hein, ce qui est un petit peu l'objet aussi de cette présentation. Là, vous avez sous les yeux le sommaire de ce cahier, et l'idée, c'est de pouvoir travailler un thème par semaine, de la première semaine de l'année à la dernière semaine de l'année. Et un point qui est vraiment important pour moi dans la ritualisation, c'est de se tenir au rituel. C'est souvent pas facile quand on n'a pas d'outils pour nous aider, de se dire bah tiens, je vais faire du calcul mental. Et moi-même, je l'ai vécu, hein. On va faire du calcul mental toutes les semaines, ce jour-là, le lundi, on va faire du calcul mental, par exemple.
Et en fait, c'est très vite fait d'oublier parce qu'on a eu autre chose, parce qu'il y a eu une évaluation, parce qu'il y a eu un jour férié, parce qu'on a oublié de faire les photocopies, etc. Et c'est parfois dur de se tenir à des rituels pour plein de raisons. Et en tout cas, moi, c'était quelque chose qui me gênait vraiment. Et le fait d'avoir l'outil qui est là, qui est prêt à l'utilisation, ça aide vraiment, ça facilite vraiment le travail dans la ritualisation. Donc l'idée, c'est de travailler un thème par semaine, mais aussi de faire une évaluation par semaine et de développer ou d'entretenir l'autonomie des élèves dans leur travail. Alors je vais vous expliquer comment je travaille avec ce cahier pratiquement au quotidien avec mes élèves de 6e. Donc voici une des fiches du cahier de calcul mental de 6e, donc c'est la fiche 14 sur les priorités opératoires sans parenthèse. Alors ce que nous faisons, alors je fais ça le dernier cours de ma semaine avec eux, on va dire le vendredi par exemple. Le vendredi matin, on découvre une méthode. Donc chaque semaine, on va découvrir une nouvelle méthode. Donc on découvre une méthode. Alors là, typiquement, sur cette fiche-là, je vais écrire 3-4 calculs au tableau et je vais demander aux élèves comment ils font. Ça va être l'occasion d'une discussion. Il y a ceux qui connaissent les règles, il y a ceux qui ne les connaissent pas. On va voir ça. Ensuite, on prend le cahier, on lit la méthode, il y a des exemples qui sont explicités. Donc on explique tout ça et je demande aux élèves de faire quelques exercices qui sont sur la page de droite. Donc le cahier, hein, il y a un fléchage. Je pense que si vous enseignez en 6e, vous avez déjà vu le cahier parce qu'il a dû arriver dans vos casiers. Il y a un fléchage, donc il y a la partie A, la méthode, la partie B sur la page de droite qui s'appelle « Je m'entraîne à mon rythme » et après on revient sur la partie C qui est en bas de la page de gauche. Je vais y revenir après. Donc je demande aux exercices, là en classe, le vendredi, de faire quelques exercices. Alors ça peut être 5, 6, 8, ça dépend des fiches, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend des difficultés que les élèves éprouvent aussi sur ces exercices. Donc une fois qu'on a fait ça, les élèves ont une semaine entière, donc jusqu'au vendredi suivant, pour finir cette page d'exercice. Et ça, c'est un travail que je leur demande de faire en autonomie. On ne va pas le faire en classe, c'est un travail qu'ils vont faire à la maison et ils vont même se corriger à la maison. En fait, sur toutes ces fiches, il y a un QR code qui donne accès directement à la correction de toute la page d'exercice. Donc l'idée, c'est vraiment que les élèves se responsabilisent, hein, il y avait ça aussi dans ma première diapo tout à l'heure avec les quelques mots-clés, que les élèves se responsabilisent face à leurs apprentissages. Donc ici, c'est vraiment de responsabiliser les élèves qui travaillent en autonomie. Mais on va revenir sur tout ça, c'est-à-dire que la séance suivante, par exemple le lundi, on va revenir là-dessus. Je vais remarquer quelques exercices, quelques questions au tableau, voir si les élèves ont compris la méthode. On revient sur la méthode. Je réponds aux questions puisque les élèves auront commencé à travailler sur ces exercices. La consigne, c'est d'essayer d'en faire un petit peu tous les jours. Donc par exemple, faire 8-10 exercices par jour. Donc normalement, ils en ont fait, donc ils ont peut-être des questions, on y répond, et je vérifie que tout le monde sait faire ça. Alors faire ces exercices, c'est très bien, mais le but, c'est aussi de savoir les faire rapidement. Et là, on va arriver sur la partie C, c'est l'entraînement en temps limité. Alors je fais ça en milieu de semaine, par exemple le mercredi. Donc on fait un petit test en temps limité. Alors ce n'est pas une évaluation, c'est juste un entraînement, donc qui consiste en un diaporama. Donc c'est une petite vidéo sur laquelle il y a 10 questions qui s'enchaînent. Et donc là, par exemple, c'est toutes les 20 secondes, il y a une question. À la fin de la vidéo, il y a la correction. Donc ça permet de voir aux élèves où ils en sont, en fait. Ils ont encore 1 ou 2 jours pour se préparer parce que le vendredi, il y a l'évaluation sur la fiche qu'on a découverte le vendredi précédent. Donc ce travail-là, les élèves peuvent aussi le faire à la maison. D'ailleurs, j'ai toujours des élèves qui me disent « moi je l'ai déjà fait », donc dans ce cas-là, ils font dans le cahier d'exercice par exemple, ou sur une feuille, peu importe. Et puis il y a des élèves qui le refont par la suite, parce qu'encore une fois, il y a un QR code ici qui donne accès à cette vidéo, et les élèves peuvent s'entraîner en temps limité à la maison. Et le vendredi, donc on finit la boucle, on boucle la boucle, et le vendredi, c'est la première chose qu'on fait en arrivant, nous faisons l'évaluation sur le thème que les élèves ont découvert la semaine précédente, pour lequel ils ont une semaine pour travailler sur tous les exercices de la partie B de la fiche, et sur lequel nous avons fait un entraînement en temps limité. Alors l'évaluation se présente de la même façon que l'entraînement. Il y a des petites différences, il n'y a pas la correction à la fin de la vidéo. Les élèves n'y ont pas accès, c'est une évaluation, donc seul le professeur a accès à ça. Et il y a 2 séries de questions, en fait,
c'est juste pour que 2 élèves qui sont assis côte à côte ne puissent pas se copier. Donc il y a la série A et la série B, les élèves savent quelle série, laquelle des deux ils doivent faire, et ça fonctionne comme ça. Et quand on a fini cette évaluation, on recommence un cycle. On découvre la fiche numéro 15, ici, dans ce cas, et on fait quelques exercices. Les élèves ont à nouveau une semaine pour travailler cette fiche, et il y aura une nouvelle évaluation la semaine suivante. Et là, l'outil est complètement clé en main, c'est-à-dire que moi, ça m'a pris vraiment plusieurs années. Hein. Ça fait longtemps que je travaille avec ce genre de petites vidéos, enfin, ce sont des diaporamas en fait. Ça fait très longtemps que je travaillais avec ça, et j'avais des fiches que j'imprimais, que c'était une semaine sur 2, c'était quand j'avais le temps, etc. Mais là, vraiment, le fait d'avoir l'outil qui est disponible, que les élèves ont en leur possession et qui est tout prêt en fait, ça permet vraiment de se tenir à ce rituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine de l'année, là, il n'y a pas eu une semaine cette année en cours où je n'ai pas fait ce cycle. Alors bien sûr, des fois, il y a des cours qui sautent, il y a des jours fériés, ben, on décale un petit peu l'évaluation. Au lieu de faire le vendredi, ça va être le jeudi ou le mercredi, l'entraînement, on change le jour. Ça, c'est pas grave, les élèves le comprennent très bien, mais on s'y tient vraiment. Donc ça, c'est pour la partie calcul mental qu'on fait en début de séance, donc 3 fois par semaine. Ensuite arrive le cahier de leçons. Alors le cahier de leçons, c'est un petit peu particulier, puisque ce cahier de leçons, les élèves le remplissent entièrement à la maison. Donc je fonctionne en classe inversée pour la classe de 6e et puis pour plusieurs de mes autres classes. Donc le cahier de leçons, il est distribué en début d'année, c'est un cours à trous. Il y a des QR codes, moi je mets les liens aussi sur Pronote pour regarder des vidéos, et les élèves remplissent le cahier en regardant les vidéos tout au long de l'année. On fonctionne comme ça. C'est d'ailleurs le principal avec le cahier de calcul mental, ce sont les devoirs qu'ils ont à faire. Ils ont toujours, chaque semaine, il y a des vidéos à regarder pour compléter la page de leçon. Alors ça fonctionne bien, mais on peut se poser des questions, par exemple, sur la trace écrite, par exemple. Comment... Là, les élèves, ils n'ont pas le choix, en fait. Ils écrivent ce qu'il y a dans la vidéo. Ils ne peuvent pas en laisser cours à une imagination. Enfin, imagination, c'est pas le mot, mais disons qu'on ne construit pas le cours. Je ne construis pas le cours avec les élèves en travaillant ainsi. Donc là encore, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à comment améliorer ça. Alors d'abord, première chose qu'il faut savoir, souvent quand on pense classe inversée, on imagine que les élèves découvrent les notions avec les vidéos. Ce n'est pas le cas ici. Le moment où l'élève regarde la vidéo pour copier le cours, c'est plutôt une phase qui vient en fin de cours, c'est-à-dire qu'on a déjà travaillé sur cette notion, les élèves l'ont déjà découverte en classe, ça a déjà été expliqué, bien souvent on a déjà fait des exercices aussi dessus. Donc c'est pas une période de découverte la vidéo. La vidéo, c'est juste pour noter le cours. Ce qui permet de gagner énormément de temps. Tous ceux qui ont des classes de 6e savent que prendre le cahier, trouver un stylo dans la trousse, être à la bonne page, noter le cours. En général, on a l'élève du premier rang qui a déjà tout complété quand d'autres élèves n'ont pas encore trouvé leur stylo. Donc ça permet de gagner vraiment, vraiment beaucoup de temps de travailler ainsi. Mais ça n'empêche pas les activités de découverte, évidemment. Et j'utilise ce que j'appelle des fiches mémo. Donc, ce sont des porte-clés avec des petites cartes, des styles de flashcards. Alors, cette idée, en fait, m'est venue de Joanne Riguet. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais je pense que Joanne Riguet, elle l'utilise pas comme moi. Elle l'utilise vraiment pour faire des flashcards avec des questions-réponses pour que les élèves s'interrogent entre eux en classe. Je vais y revenir sur ces fiches mémo. Et puis, il y a les évaluations de leçons aussi qui sont importantes pour moi puisqu'elles sont systématiques. En fait, tout petit morceau de leçon qui a été écrit va être potentiellement évalué. Il y a des évaluations presque toutes les semaines, enfin même parfois plusieurs fois dans la même semaine sur la leçon. Je vais y revenir aussi. Mais d'abord, les fiches mémo. Donc, les fiches mémo, c'est pour moi un outil qui permet aux élèves de s'approprier la trace écrite. Alors, pas forcément sur le contenu, mais déjà faire une sélection de ce qui leur paraît important et ce qui leur paraît moins important. La consigne, c'est pour chaque page du cahier de leçon ou chaque partie, des fois c'est un petit peu dense, donc c'est dur de résumer ça sur une fiche, mais chaque page du cahier de leçon doit correspondre à une fiche mémo. Donc, alors là, ce que vous avez sous les yeux sont des morceaux choisis, hein, je le reconnais volontiers. Elles ne sont pas toutes aussi belles, mais j'ai quand même pas mal d'élèves qui se prêtent au jeu. Alors, c'est un exercice qui est très difficile,
hein. Il s'agit de synthétiser un cours. Un élève de 6e n'est pas capable de faire ça. Donc en fait, pendant quasiment les 2 premiers mois, ce travail, nous le faisons exclusivement en classe. Les fiches mémo ne sortent pas de la salle de classe pendant les 2 premiers mois. Et en fait, il y a un moment où les élèves commencent à demander: «Monsieur, on peut prendre les fiches mémo? Monsieur, je peux les amener à la maison? J'aimerais bien le finir, à la maison». Donc en fait, les élèves sentent eux-mêmes le moment où ils sont prêts, puis il y a un moment où il faut qu'ils soient prêts de toute façon. Donc ce travail après, il est fait à la maison et je vais expliquer, aussi, après, comment on les utilise. Moi, ce que je leur explique, bien aux élèves, c'est que c'est un moyen de s'approprier la leçon, mais aussi de l'apprendre parce que quand on a lu une page du cahier de leçon, qu'on a essayé d'en retenir l'essentiel, qu'on a écrit cette partie qu'on trouve essentielle, bah, déjà on a fait un pas vers, l'apprentissage de la leçon et c'est une étape importante. Alors les fiches mémo, je les utilise aussi en évaluation, donc ça me permet de faire une transition avec, la partie évaluation. Je vous ai dit que les évaluations de leçons étaient systématiques et en fait, je vais plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en début d'année, alors quand je dis début d'année, c'est, 1 mois et demi, 2 mois, ça dépend des classes. Les élèves connaissent tous les sujets d'évaluation, donc je parle des évaluations de leçons, connaissent les sujets à l'avance. C'est-à-dire que s'il y a une évaluation le mercredi, bah, le cours précédent, le lundi ou le mardi, je leur montre le sujet de l'évaluation. Vous savez que ce que j'attends de vous, c'est que vous connaissiez, par exemple, les critères de divisibilité. Vous savez que ce que j'attends de vous, c'est que vous sachiez décomposer une fraction décimale, etc. Donc, ils savent absolument sur quoi ils vont être interrogés. Et en fait, je fais ça parce que je me suis rendu compte que mes élèves, quand ils arrivent en 6e, ne savent pas apprendre une leçon, ils ne savent pas ce que ça veut dire, en fait, apprendre une leçon, et ils ne savent pas forcément quelles sont les attentes par rapport à cet apprentissage. Il y a toujours la question: «Monsieur, si on invente des mots, est-ce que ça va marcher?» Enfin, si on invente notre propriété, si on la reformule à notre façon, oui, on peut reformuler, mais il faut que ça ait du sens. Donc l'idée, c'est de les aider dans cet apprentissage. Et il y a toujours aussi ce que je disais tout à l'heure, qui est pour moi très important, c'est que les élèves soient en confiance. Le fait de connaître le sujet de l'évaluation, bah, ça permet à l'élève d'être en confiance, il sait sur quoi il va être interrogé, il sait sur quoi il va travailler, et ça aide dans ce sens. Et toujours sur la... Oui, pardon? Oui, désolé, il y a une Oui. question qui est Oui. quelle est la taille d'une fiche mémo? Je crois que c'est 10-6. C'est vraiment petit. Je crois que c'est 10-6. D'accord, merci. De rien. Autre chose sur ces évaluations de leçons, c'est qu'en début d'année, toujours environ, on va dire, les 2 premiers mois, je fais refaire systématiquement les évaluations qui sont ratées jusqu'à réussite. Alors je le fais pas plus. En fait, c'est extrêmement puissant comme outil pour avoir rapidement toute la classe qui connaît sa leçon et du coup, un gain de temps non négligeable en classe. Quand on a tous les élèves qui connaissent leur leçon, ben, ça permet d'avancer vraiment sur les exercices. Ça permet aussi, sur les séries d'exercices qu'on fait en classe, que les élèves soient vraiment autonomes parce qu'ils connaissent leur leçon, ils savent de quoi on parle. Par contre, là, j'avoue que moi, je tiens pas le rythme sur toute l'année parce que ça demande vraiment du travail. Ça demande de l'organisation parce qu'à quel moment on fait ça, donc c'est un petit peu compliqué. Mais vraiment, j'y vois un bénéfice. Alors le fait de le faire en début d'année, ça permet quand même de prendre un rythme, de lancer la machine, de mettre aussi les parents dans la boucle, parce qu'à chaque fois qu'un élève refait son évaluation, alors déjà, ça n'annule pas l'évaluation qui a été ratée, donc il va y avoir 2 évaluations qui apparaissent, et je préviens toujours les familles, voilà, votre enfant a raté son évaluation, c'est pas grave, il a une 2e chance. Quand ça fait 3 fois, 4 fois, les parents commencent à s'inquiéter, donc ça permet de mettre aussi les parents dans la boucle là-dedans. Donc ça, ce sont les évaluations de leçons, et il y a aussi évidemment des évaluations de fin de séquence. Alors là, j'essaie de faire toujours en sorte que le temps ne soit pas, enfin, le temps n'est pas limité. En fait, pour 1 heure, par exemple, je prévois un contrôle qui va durer 25 minutes normalement. Alors j'en ai toujours qui finissent beaucoup plus tôt et d'autres qui prennent leur temps, mais il n'y a pas de... Le temps n'est pas un facteur de stress pour ces évaluations-là. Et surtout, les fiches mémo sont autorisées à ces évaluations-là. Puisque j'ai déjà évalué par ailleurs la leçon, j'autorise les élèves à utiliser leurs fiches mémo pendant ces évaluations de fin de séquence. La leçon, elle est évaluée séparément. Et là aussi, ça permet aux élèves d'être en confiance. C'est-à-dire que les élèves qui ne sont pas trop sûrs d'eux, bah, ils savent qu'ils ont ça, même si en réalité, ce n'est pas très utile en général. Il y en a beaucoup qui les ont, ils sont contents de les avoir, ça les rassure, même s'ils ne vont pas les utiliser. Et puis surtout, c'est une motivation aussi pour eux de travailler sur ces fiches mémo.
Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui est en lien avec la leçon. Et alors, il y a une oui, nouvelle question pratique sur quand les élèves peuvent-ils refaire les évaluations? Est-ce que c'est sur des temps spécifiques? Alors voilà, c'est la partie compliquée, effectivement. Donc, j'ai essayé de le faire pendant le temps de cours, mais en fait, c'est pas gérable parce que il faut quand même surveiller un petit peu quand c'est juste. Ce sont des évaluations qui sont extrêmement courtes, hein. En général, c'est moins de 5 minutes. Donc, bon, je veux surveiller quand même pendant ces évaluations-là. Donc, en fait, je faisais ça pendant les pauses déjeuner. Alors, c'est pas très contraignant parce que encore une fois, c'est 5 minutes, 10 minutes grand maximum. Donc, c'est pas très contraignant, mais ça oblige quand même une certaine organisation de donner rendez-vous aux élèves, s'assurer qu'une salle est disponible, etc. Voilà. Donc, c'est assez contraignant. C'est assez contraignant. Et il y avait une autre question sur les évaluations. Oui. Est-ce que c'était des évaluations par note ou par compétence? Non, en 6e, je suis par compétence. Je suis par compétence. Alors, sur la leçon, c'est le domaine 3, je crois, sur les méthodes, les méthodes et les outils pour apprendre. Je me suis créé ma petite compétence. Je sais apprendre ma leçon. Voilà, qui n'est pas par défaut. Je sais que c'est pas vraiment une compétence du socle, mais c'est important que les élèves sachent apprendre. Donc ça, c'était pour la partie cahier de leçons d'une façon très très large avec les fiches mémo et les évaluations de leçons. Alors ensuite, les séries d'exercices, là je vais être dans quelque chose qui est beaucoup plus classique. Mais en fait, ce qui est important, c'est déjà que comme j'ai libéré du temps avec l'écriture de la leçon, et vraiment ça libère beaucoup de temps que les élèves écrivent la leçon à la maison et pas en classe, ça libère beaucoup de temps pour faire des exercices. En fait, la plupart du temps, en classe, les élèves font des exercices. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'idée, c'est que les élèves soient actifs en classe. Donc, on passe beaucoup de temps. Donc, 40 minutes, ça peut paraître beaucoup, mais il y a des séances où vraiment on y arrive. Alors, ce que je fais, c'est que je donne aux élèves des listes d'exercices. Alors là, par exemple, sur ma séquence 8, j'ai ma liste d'exercices. Ces exercices, je les classifie en 3 niveaux de difficulté. Il y a les exercices qui sont en vert, qui sont vraiment les exercices d'application directe de la leçon, et je dis aux élèves que tout le monde doit être capable de faire ces exercices. Il y a les exercices en rouge qui sont un petit peu plus compliqués, qui nécessitent un petit peu de réflexion, et puis tous les autres exercices qui sont standards. Donc, alors, je ne donne pas la liste entière à une séance. Par exemple, on est sur la partie numération décimale et on a ces exercices-là, ces 9 exercices-là sur lesquels on va travailler. Alors, ça dépend des fois ça va être 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de combien on a d'exercices. Donc, l'idée, c'est que les élèves piochent dans cette série d'exercices. Alors, il y a des élèves que je surveille de près qui sont obligés de commencer par les exercices qui sont écrits en vert. Donc, ces élèves qui sont un peu plus en difficulté. Les autres, ils ont le choix, c'est-à-dire que je leur dis, vous pouvez essayer un exercice qui est écrit en vert, un exercice facile. Si vous voyez que c'est facile, effectivement, vous passez à plus dur. Donc, les élèves choisissent leurs exercices, ils travaillent à leur rythme, ils peuvent s'entraider, et ils ont des corrections à leur disposition. Donc, ils ont par îlot, à chaque îlot, il y a une feuille de correction. Ce qui fait que les élèves qui réussissent sont complètement autonomes sur ces séances-là. Et je parlais de rituels, et en fait, ça fait vraiment partie des rituels aussi. C'est-à-dire qu'ils savent que quand je projette la série d'exercices, ils doivent prendre le manuel, ils prennent le cahier d'exercices, ils savent où sont les corrections. Donc, il y a toujours un élève qui se lève, qui va prendre dans le classeur les feuilles de correction, qui va les distribuer aux îlots. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est instauré et qui se fait rapidement, très vite. Et moi, du coup, ça me permet de passer beaucoup de temps avec les élèves qui sont les plus en difficulté. Donc pendant que ceux qui réussissent sont autonomes, ils ont les fiches de correction, ça ne les empêche pas évidemment de poser des questions parce qu'ils en ont aussi. Mais moi, je suis beaucoup plus disponible pour les élèves qui ont besoin de moi, en fait, qui ont vraiment besoin de moi. Et je fais très peu de corrections du coup. Oui. Pardon, il y a une question sur comment sont choisis les îlots. Ah, ça dépend beaucoup des années et des classes, en fait. Là, cette année, j'ai une classe un petit peu pénible et j'ai pas pu m'organiser comme je voulais. J'ai jamais fait d'îlot de compétences. J'imagine que c'est un petit peu la question. En général, je leur laisse une chance. C'est-à-dire qu'en début d'année, ils font comme ils veulent. Et puis très vite, j'ajuste, en fait. Mais j'ai jamais essayé les îlots de compétences. Et alors, j'ai des classes assez hétérogènes. Et ce sont vraiment pas des îlots de compétences, en fait, que j'ai. C'est très varié. Je me suis posé plusieurs fois la question, mais en fait, j'aime pas trop stigmatiser.
J'ai des petits effectifs, donc c'est très facile pour moi de circuler dans la classe et de voir tous les élèves, tout le temps. Donc j'ai pas besoin de regrouper, en fait, les élèves qui auraient des difficultés, par exemple. Ça pourrait être envisageable, j'imagine, si on a, un gros effectif, de mettre tous les élèves en difficulté ensemble pour pouvoir s'adresser à eux simultanément. Mais j'en ai pas ressenti le besoin. Donc voilà, donc on fait ça, donc c'est ce qui occupe la plupart de notre temps. Et je disais, oui, je fais très peu de corrections d'exercices au tableau, du coup. En fait, ce que je fais souvent, c'est quand même s'il y a des exercices types qu'il faut savoir rédiger, qu'il faut savoir faire, qu'il faut savoir résoudre. Donc en général, je fais ça en début. En début de séance, je leur dis, OK, on va faire ces exercices, mais d'abord, je vous montre, par exemple, l'exercice 19. L'exercice 19, vraiment, il faut que vous sachiez comment on rédige. Je leur montre, je fais au tableau, ils regardent. Voilà, il y a aussi un inconvénient à tout ça, c'est que j'ai très peu d'élèves qui vont au tableau aussi, du coup. Ils travaillent sur leur feuille. C'est rare que des élèves fassent ces exercices-là, en tout cas, au tableau. Je précise, hein, je prétends pas avoir trouvé une recette miracle. Je suis assez content de ce que je fais et je trouve que ça commence à fonctionner, tous ces outils ensemble, mais c'est pas des recettes miracles. Il y a certainement plein de choses que je peux améliorer, j'en ai tout à fait, conscience. Hem, la f Ce qui me reste de temps après avoir fait tout ça, donc je vous ai parlé tout à l'heure des activités de découverte. Je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai vraiment rien d'innovant là-dessus. Ce sont des activités, très banales. Excusez-moi, j'ai sauté une étape, je suis aux exerciceurs GeoGebra, excusez-moi. Donc GeoGebra, ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'aime bien GeoGebra et que, voilà, et les exerciceurs en particulier. Sur mon site, hein, je crois que pour la classe de 6e, il doit y avoir 250 exerciceurs. Il y a une page qui recense tous les exerciceurs que j'ai sur mon site pour le collège. Alors là, il s'agit pour moi plus de donner un outil aux élèves que de l'utiliser en classe. C'est-à-dire qu'on va travailler 10 minutes. En fait, c'est le temps qu'il faut pour que les élèves comprennent comment fonctionne l'exerciceur. Donc l'exerciceur, le principe, c'est on a des séries de questions qui sont générées aléatoirement, donc on peut le faire 20 fois, on aura 20 fois des questions différentes. Et l'idée, ce que j'essaye de faire, c'est qu'il y ait vraiment un feedback aussi sur ces exerciceurs, c'est-à-dire que l'élève sait s'il a fait juste ou faux, et si possible, il y a une petite correction qui est donnée. Donc là, l'idée, c'est toujours de travailler en autonomie, mais pour moi, l'idée, c'est plutôt que les élèves aient un outil pour s'entraîner quand ils sont à la maison. Donc on y passe peu de temps en classe, 10 minutes, 15 minutes, ça dépend de combien il y a d'exerciceurs que je veux qu'ils s'approprient. Mais le but, c'est pas une séance d'exercice en classe avec cet outil-là. C'est un outil qui est mis à disposition aux élèves. Voilà, donc ça, c'est pour les exerciceurs. Et donc, dans la fin de séance, donc je disais les activités de découverte, on fait beaucoup de constructions géométriques, des constructions un petit peu élaborées. Alors là encore, je n'ai rien inventé. Tous ceux qui sont sur le groupe Facebook, le coin boulot des profs de maths, en voient passer des dizaines par jour et c'est juste magnifique. Et en fait, j'essaye de faire en sorte que les élèves aient toujours une construction en cours pendant toute l'année. Alors je vais y revenir, mais aussi ce que je fais en fin de séance, c'est le travail sur les fiches mémo. Donc ce travail-là, il est systématique, je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant les 2 premiers mois. Après, de temps en temps, quand il nous reste du temps, ils ont le choix, en fait, les élèves. OK, si vous voulez avancer votre construction, vous pouvez. Si vous voulez avancer sur vos fiches mémo, vous pouvez aussi. Donc sur les constructions géométriques, en fait, bon, vous les connaissez toutes, hein, ces constructions, elles sont défilées sur les sites de partage, sur les groupes de partage. Ce que je fais par contre, c'est que c'est à faire à la maison, mais c'est toujours commencer en classe parce que les consignes sont assez compliquées. Et c'est toujours dans l'idée que les élèves soient en confiance, c'est-à-dire que je ne veux pas que les élèves aillent à la maison avec des consignes compliquées qu'ils ne comprendront pas. Donc on commence toujours en classe, on prend toujours le temps d'expliquer, de répondre aux questions éventuelles des élèves. Donc il y a toujours, moi j'ai toujours en tête ça, c'est que quand les élèves sont seuls, il ne faut pas qu'ils soient en difficulté. S'ils sont en difficulté, c'est que moi j'ai raté quelque chose en fait. Donc voilà, que les élèves soient toujours en confiance, qu'ils sachent ce qui va leur arriver, qu'ils ont déjà compris ce qu'ils ont à faire à la maison. Alors ça me permet de glisser justement sur les devoirs, parce que la ritualisation, c'est aussi sur les devoirs, je pense que vous l'avez compris. En fait, il y a très peu de devoirs différents que je donne. Donc essentiellement, remplir les pages du cahier de leçons. Donc c'est ce qui est écrit en bleu, là c'est une capture d'écran de Pronote là, que je vous ai mis. Donc tout ce que j'écris en bleu sur Pronote, ils savent que c'est le cahier de leçons ou les fiches mémo. Tout ce qui est écrit en vert, c'est le cahier de calcul mental. Donc ça, c'est toutes les semaines, ça revient à l'identique.
et en rouge les évaluations et éventuellement en noir s'il y a d'autres choses. Alors le reproche qu'on peut me faire et que je me fais à moi-même, c'est que du coup, il y a très peu d'exercices qui sont faits à la maison. Il y a le calcul mental évidemment, mais très peu d'exercices autres. Donc je réfléchis en permanence à comment, je peux améliorer ça et là, je suis en train de travailler pour l'année prochaine. Alors j'ai déjà partagé sur mon site, un petit peu le début de ces productions. En fait, je prévois des fiches de travail qui sont toujours conçues dans l'idée de faire travailler les élèves en autonomie. Donc ça, c'est des fiches que je prévois de donner en devoir. Alors, j'ai pas encore défini le rythme. En fait, ça va dépendre de combien je vais réussir à en faire. Donc, l'idée, c'est d'avoir une fiche sur laquelle il y a 4 exercices. Le premier exercice, ça serait du calcul posé. Les 2 derniers exercices, ce seraient des problèmes à résoudre. Et le deuxième exercice, ça serait un petit peu pour réinvestir la leçon, en fait, pour réinvestir une notion de cours. Et l'idée, vous voyez qu'il y a des QR codes. En fait, quand on scanne le QR code, quand les élèves scanneront les QR codes, ils auront accès à une correction et une correction qui est, si possible, avec des explications. C'est pas juste la correction brute, il y a quelques petites explications à chaque fois que c'est indispensable. Et mon idée, c'est vraiment que les élèves donc travaillent en autonomie à la maison, se corrigent eux-mêmes et reviennent en classe avec des questions. C'est-à-dire que mon idée, c'est qu'en classe, on va pas corriger les exercices, mais par contre, je vais répondre aux questions, je vais revenir sur les difficultés. C'est-à-dire que je vais pas laisser ça de côté. On va revenir dessus, mais pas en faisant une correction. C'est en donnant des explications. Donc ça, c'est ce que je prévois pour la rentrée prochaine. Il y a 8 fiches auxquelles vous avez accès déjà sur mon site. Alors c'est peut-être encore provisoire, ça va peut-être encore bouger sur le format. Voilà, et vous voyez, j'ai choisi une nouvelle couleur puisque le bleu, le vert, le rouge étaient pris. Donc j'ai pris le orange en pensant déjà que sur Pronote, il fallait que j'ai une couleur dédiée à ces fiches. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié sur, ce que je voulais vous dire. Cette petite flèche, c'était juste pour montrer que le QR code donnait accès à la correction. Voilà, merci, j'espère que cela a été intéressant, et je vais répondre avec plaisir à vos questions. Alors, il y avait quelques questions que j'ai pas eu le temps de vous poser. Oui. Déjà, une question effectivement sur la durée de vos séances, si c'était 55 minutes ou plus. Ah, c'est la question. J'ai le privilège. Alors, je ne sais pas si c'est. En fait, moi j'aime beaucoup, mais beaucoup de mes collègues n'aiment pas. En fait, j'ai des cours qui durent 1h20. Alors, il y a un avantage, c'est que on a le temps vraiment de changer d'activité pendant une séance. Hein. On a le temps de varier les activités. Donc moi j'apprécie beaucoup, ça permet aussi de prendre le temps de se poser un petit peu, voilà, quand on fait des constructions géométriques sur les 10 dernières minutes ou les 15 dernières minutes après avoir fait 40 minutes d'exercice, ça permet de se poser un petit peu et de faire d'autres choses. Il y a un inconvénient aussi, c'est que je vois mes élèves que 3 fois par semaine du coup. Donc ça manque un petit peu de rythme. Alors, ça peut tomber bien quand je les vois de façon répartie dans la semaine, ça peut tomber plus mal. Voilà, mais ce sont des séances d'1h20. Alors, j'essaie de reprendre les questions un peu dans l'ordre de ce qui était présenté sur la partie leçon. Il me semble, ah oui, c'était sur l'évaluation des leçons. C'était les élèves ont toujours l'information sur le sujet de l'évaluation, et donc c'était qu'est-ce que vous entendiez par connaître le sujet de l'évaluation. Ah, je leur montre. C'était plus précis que ça. Ok. Non, en fait, alors les évaluations de leçons, c'est sur des feuilles que j'imprime. Je leur montre la feuille, c'est-à-dire je leur montre la question. Par exemple, si on fait une évaluation sur les critères de divisibilité, je ne vais pas leur demander tous les critères, je vais leur en demander 3, par exemple, mais ils savent à l'avance sur lesquels ils vont être interrogés. Si c'est des exercices d'application, je leur montre exactement l'exercice d'application, alors le type d'exercice d'application, on va dire, sur lequel ils auront. Donc, ils ont vraiment connaissance du sujet à l'avance. D'accord, merci. Il y avait la question sur quel manuel vous utilisez, puisque vous faites référence à des numéros d'exercices dans vos fiches. Je suis avec Césamat. Ouais, je suis avec Césamat sur les exercices. Alors là, juste une précision par rapport à ça, le cahier de leçons en fait, dans mon cahier de leçons, il y a aussi un tableau avec tous les exercices de chaque séquence, comme j'ai montré. Mais sur la version que je partage, il n'y a pas les exercices. Ok, merci.
Alors, il y avait la question sur la partie GeoGebra, un peu sur l'organisation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des ordinateurs dans votre salle? Mais ça, oui. Mes élèves sont équipés en fait d'ordinateurs. Ils ont des ordinateurs portables. Donc, et savoir si la salle était effectivement partagée avec plusieurs pôles, une partie tableau, vidéoprojecteur, une partie avec l'endroit où il y a les corrigés, par exemple, comment sur l'organisation. En fait, dans mon établissement, on a décidé que les cours de 6e d'une matière se font toujours dans la même salle. Donc, mes élèves de 6e ont toujours cours de maths dans la même salle. On a 2 tableaux blancs sur 2 murs perpendiculaires. J'ai un écran, alors c'est pas un vidéoprojecteur, c'est un écran, mais c'est pareil, à côté d'un des tableaux blancs. J'ai beaucoup de rangements, j'ai des armoires donc où les élèves savent où sont rangés, par exemple, les corrections d'exercices, où il y a les manuels aussi, parce qu'en fait, les élèves, on a un jeu de manuel en classe et les élèves ont un deuxième manuel à la maison. Voilà, donc beaucoup de rangements et beaucoup de matériel à disposition dans la salle. Alors, il y a aussi des questions qui se rejoignent un peu. Il y a Delphine qui demande s'il y a des gros contrôles de synthèse. Et puis Sylvain qui demandait quand est-ce que vous travaillez les compétences des élèves plutôt de type problème ouvert, exercice à prise d'initiative. Oui, alors, alors il y a plusieurs questions. Alors, pardon, le début de la question, c'était... Le premier, c'était y a-t-il des gros contrôles de synthèse? Oui, alors, de synthèse sur plusieurs séquences, non. Mais des grosses évaluations de séquences, de fin de séquence, oui. Souvent, qui reprennent des exercices qui n'ont pas forcément été bien réussis sur d'autres évaluations. Donc, par exemple, des exercices sur les conversions. Dans toutes mes évaluations, pendant 3 mois, j'ai un exercice sur les conversions jusqu'à ce que ça aille un petit peu mieux. Donc ça, oui. Au niveau des résolutions de problèmes, en fait, ce que j'ai montré là, c'est pas toutes les séances, c'est une séance type. Ça ne veut pas dire que toutes les séances sont à l'identique. Là, par exemple, j'ai fini il n'y a pas très longtemps ma séquence sur les aires et sur les périmètres. Et on a fait 3 problèmes ouverts. C'est des problèmes Google Math. Je ne sais pas si vous connaissez, que j'avais partagé sur mon site aussi. Des résolutions de problèmes ouverts. J'utilise beaucoup sur mon site aussi. Vous trouvez beaucoup de problèmes qui sont présentés en vidéo, qui viennent de travaux de Dan Meyer, qui est un prof de maths américain. Et on en fait aussi régulièrement, oui. On en fait régulièrement. Et le fait d'avoir des séances d'1h20, justement, ça permet de consacrer du temps à des problèmes ouverts ou tâches complexes. Oui, on travaille aussi là-dessus. Donc, peut-être que c'était pas clair, pardon. Tous mes cours ne sont pas ce que je viens de présenter. C'est-à-dire, ce que je viens de présenter, c'est une séquence type. Mais évidemment, il y a des variations à tout ça. Alors, il y a 2 questions qui se rejoignent. Une qui est: ce même genre de rituel est-il mis en place pour les autres niveaux? Et puis, avez-vous une expérience des fiches mémo sur d'autres niveaux, sachant qu'il y avait aussi une remarque question sur qu'est-ce qui se passe en 3e avec le brevet? Alors, les fiches mémo, je n'utilise que en 6e. Là, cette année, j'ai pas d'autres classes de collège, là, mais quand j'avais des 5e, en fait, tout ça peut fonctionner bien avec. Pour moi, il faut que tous les outils soient disponibles ensemble. Sur les fiches mémo, ça fait que c'est la 3e année que je travaille avec les fiches mémo, avec la 3e année que je travaille avec le cahier de calcul mental. Et en fait, il n'y a que la classe de 6e que j'ai eu en continu depuis longtemps et qui m'a permis d'arriver à ce résultat avec la classe. Les classes de 5e, j'ai alterné, je les ai eu beaucoup, puis je les ai plus eu, puis je les ai re-eu, puis cette année, je les ai plus. Donc, c'est que sur la classe de 6e où j'ai tous les outils qui me permettent d'avancer. Alors, j'entends bien la question sur la classe de 3e. Effectivement, les fiches mémo, encore une fois, c'est une béquille pour les élèves qui sont pas rassurés, qui sont en manque de confiance. On est en 6e. La 3e, le brevet, il y a quand même encore beaucoup de temps pour se préparer. Et puis bien souvent, en fait, les fiches mémo, elles vont pas être utiles pour quand on a une évaluation ou c'est des résolutions de problèmes, par exemple. La fiche mémo, en fait, les élèves l'ont, ça les rassure, c'est plus psychologique qu'autre chose, mais elle va pas forcément être vraiment utile. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, dans ce qui reste, il y avait des choses qui se rejoignaient un peu. Là, la dernière question, c'est quels résultats observer avec les 6e? Et sachant que dans les questions, pour moi, qui font aussi écho, c'est comment on contrôle finalement si le travail à la maison a été fait correctement, le fait que ce soit difficile et de mettre en place du travail en autonomie.
Donc justement, est-ce que ça marche, cette ritualisation? Alors, au niveau des devoirs, clairement, je peux dire que ça marche. C'est-à-dire que j'ai jamais un élève qui... Ils peuvent pas venir me voir en me disant « Monsieur, j'ai pas compris le travail ». Ils peuvent me dire « Je l'ai pas fait, j'ai oublié de le faire », mais ils peuvent pas me dire « J'ai pas compris ». Vérifier les cahiers de leçons, je le fais systématiquement. C'est assez rapide à faire. C'est-à-dire que, alors ils savent, hein, quand on a fini le calcul mental, ils ouvrent le cahier de leçons, ils savent comment ça marche. C'est très rapide de voir le cours de 6e n'est pas très dense non plus, donc c'est très rapide de vérifier que ce travail a été fait et a été bien fait. Après, quand ils sont sur je leur demande toujours de laisser le cahier de leçons sur leur bureau, donc quand ils font les séries d'exercices, il y a toujours un petit moment où je vais ramasser, suivant le temps dont je dispose, suivant l'autonomie, justement, suivant le degré d'autonomie des élèves pendant cette séance. Je prends quelques cahiers et je vérifie que tout va bien dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Les cahiers de calcul mental, pareil, c'est très rapide de voir si les élèves l'ont fait. Après, je ne fais pas une correction, je ne vérifie pas les résultats, si vous voulez. C'est-à-dire, je ne vais pas vérifier si l'élève a réellement, s'est réellement corrigé. Par contre, je le vois dans les résultats. C'est-à-dire qu'un élève qui rate une fois, 2 fois son test de calcul mental, là, je vais regarder dans son cahier et je vais parler avec lui. Est-ce que tu as fait les exercices? Est-ce que tu t'es corrigé? Est-ce que tu as compris ce qu'il faut faire, etc. Donc, sur le cahier de calcul mental, pour moi, le suivi, ça va être surtout sur les résultats des élèves. C'est-à-dire qu'un élève qui a bien réussi, qui réussit bien ses évaluations, alors peut-être qu'il n'a pas fait les exercices, mais en tout cas, il a réussi ses évaluations. Je vais peut-être pas savoir qu'il n'a pas fait les exercices, mais un élève qui réussit pas ses évaluations, je vais aller voir dans le cahier de calcul mental, déjà pour savoir, parce qu'un élève qui réussit pas alors qu'il a fait les exercices, il y a peut-être un problème à aller chercher. Voilà. Après, sur la question, quel résultat observer avec les 6e? Alors, j'imagine sur quelque chose de plus global, sur le niveau global. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, je prétends pas avoir inventé une recette miracle qui va faire réussir mieux tous les élèves. C'est pas vrai, ça serait mentir que de le dire. Par contre, j'ai trouvé une méthode qui, moi, me convient bien et en fait, j'ai trouvé une posture qui me convient bien face aux élèves. Et les élèves adhèrent au système. C'est-à-dire que si je voyais que ça passait pas du tout du côté des élèves, bah, je chercherais autre chose, en fait. Donc, pour moi, c'est pas tant sur le résultat scolaire des élèves, c'est plutôt sur l'ambiance de classe, sur comment les élèves se sentent en classe. Et j'imagine que ça doit avoir un impact sur les résultats. Mais je ne saurais pas dire que... En plus, c'est quelque chose... J'ai glissé très progressivement, en fait, dans ce système. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le calcul mental, c'est venu progressivement. Maintenant, il y a le cahier, mais avant, j'avais des fiches. Pareil pour le cahier de leçons. J'ai glissé très progressivement. Les outils me sont venus petit à petit. Et donc, c'est dur de dire, pour moi, de voir ce qui se passe avec et ce qui se passe sans. Merci. Alors encore, il y a pas mal de questions. Il y a une question sur la leçon. En fait, je comprends pas très bien. Le fait de ne pas revenir sur la leçon peut poser problème. En fait, je sais pas. On revient sur la leçon, en fait, puisque alors déjà, la leçon est expliquée en classe toujours. Il y a des activités de découverte. La leçon est expliquée. Les élèves vont la revoir à la maison, puisque quand ils regardent la vidéo, ils vont écrire, mais il y a aussi des explications derrière, donc c'est déjà un moyen pour eux de revenir sur la leçon. Et il y a toujours cette interrogation de est-ce que vous avez compris? On apprend la leçon, on fait les fiches mémo sur la leçon. Donc en fait, les élèves ont une multitude de moments où ils peuvent poser leurs questions sur la leçon et pendant lesquels moi je reviens aussi sur la leçon. Donc on revient en fait constamment sur la leçon. Tous les jours, on va ouvrir le cahier de leçon ou les fiches mémo ou les deux, et on revient sur la leçon. Est-ce qu'il y a d'autres... J'essaye de lire le chat. Il y a beaucoup de choses. Là, il y a les dernières questions effectivement du chat qui sont, je pense, des rappels de questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc, aussi, je suis très accessible, que ce soit sur le groupe Facebook, sur Twitter, sur mon site. Il y a une page, sur le site, il y a une page contact aussi. Vous pouvez me contacter. En général, je réponds assez vite quand je peux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors, il y a eu 2 questions, en tout cas, sur est-ce que vous fonctionnez aussi avec un plan de travail? Non, j'ai jamais franchi le cap et en fait,
j'ai jamais franchi le cap. En fait, j'ai déjà vu des présentations, notamment de Johan Riguet, que je citais tout à l'heure, qui fait des choses extraordinaires avec ses plans de travail. Mais j'ai jamais franchi le cap. Et là, je suis dans un mode qui me convient bien, donc je préfère essayer d'améliorer ce que je fais déjà plutôt que de me lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Il y a plusieurs questions dans le chat. Comment vérifiez-vous qu'ils ont bien pris la correction? J'ai déjà essayé cette méthode, mais j'ai remarqué que les élèves majoritairement ne s'attardent pas sur la rédaction de l'exercice, ils regardent juste la réponse finale. Je pense notamment aux classes de 4e, 3e, pour lesquelles la rédaction est importante. Et qui rejoint un peu celle qui suit, c'est-à-dire comment vérifier que les élèves se sont bien corrigés, qu'ils ne se sont pas contentés de regarder la réponse finale. Alors, encore une fois, j'ai des petits effectifs, et sur les séances d'exercice, je suis vraiment avec eux. Alors, même si je passe essentiellement du temps avec ceux qui sont en difficulté. Alors, sur la rédaction, moi, j'ai mis une compétence, encore une fois, sur les outils pour apprendre, je sais plus, les outils, les méthodes pour travailler ou pour apprendre. J'ai une compétence, savoir rédiger sa réponse à un problème, par exemple. Dans le cahier de leçons, il y a une méthode de rédaction d'un problème. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup, la rédaction. Et d'autant plus que alors mes élèves suivent des parcours un petit peu particuliers, ils ont beaucoup d'affinités avec le système américain parce qu'ils ont des tuteurs, ils prennent des cours particuliers, etc., avec des tuteurs américains. Et sur le système américain, en fait, il n'y a pas de rédaction. En fait. Ils griffonnent au crayon un résultat. Et c'est vraiment un combat, là, pour le coup. La rédaction, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'insiste énormément parce que c'est très, très dur de les mettre au pas. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Mais encore une fois, les séances d'exercice ne sont pas des séances de tout repos. Les élèves sont actifs, mais le prof aussi est actif. C'est vraiment être un petit peu partout, vérifier que tout le monde fait bien la chose. Et encore une fois, ça sera évalué. La rédaction est vraiment évaluée ensuite. Donc après, je ne prétends pas que tous les élèves font tout bien, mais je pense que les élèves qui ne font pas, de toute façon, ne feraient pas avec une autre méthode. Voilà, j'ai aussi toujours des élèves en fin d'année qui apprennent pas ou mal leurs leçons, mais quelle que soit la méthode, le résultat serait le même certainement. Mais voilà. Alors, j'ai de la chance, je réponds à une question rapidement. Je ne sais pas, Marie, il y avait des questions prioritaires. Allez-y, répondez à celles que vous avez. Non, moi, sur les coûts, alors, bon, je suis dans un établissement privé où les familles payent très très cher leurs frais d'inscription. Et au prix qu'ils payent, ils attendent que le matériel leur soit fourni. Et donc, les cahiers sont payés par l'établissement. Enfin, tout le matériel est payé par l'établissement. Il y avait plusieurs questions sur le fait de revenir ou pas dessus. Donc, il y a Antoine qui dit « Je clarifie ma question. Une fois que la leçon est passée, j'utilise en partie les questions flash pour rappeler les notions déjà vues. Mais j'ai l'impression que là, une fois qu'une leçon a été évaluée, elle n'est pas réactivée. Et il y avait aussi dans l'onglet questions le faites-vous des feedbacks sur les anciennes notions de calcul mental afin de retravailler les notions vues les semaines précédentes ?» Alors là, c'est une question, c'est un petit peu long. Plusieurs choses. Alors, j'ai dit tout à l'heure, par exemple, sur des notions, en évaluation, mes évaluations de fin de séquence, je reprends toujours des exercices de séquences précédentes. Alors, c'est soit parce que ça n'a pas été bien réussi, mais aussi parce qu'on revient dessus, tout simplement. On travaille sur des tâches complexes aussi, donc les problèmes ouverts qui permettent de balayer un petit peu tout ce qu'on fait. Sur le calcul mental, par exemple, la question, en 6e, les premières fiches de calcul mental, c'est tout vraiment le calcul avec les nombres entiers, multipliés, divisés par 4, par 5, par 10, par 11, par 9, etc. Ça, j'utilise beaucoup, par exemple, pour réinvestir ça, j'utilise beaucoup le compte est bon, d'autres exercices de calcul mental. En fait, je ne fais pas que ça en calcul mental, je fais aussi d'autres types d'exercices. Par exemple, le compte est bon. Voilà, c'est des petits exercices où on va réinvestir tout ce qu'ils savent faire sur les calculs. Il y a Matador aussi que j'utilise avec mes élèves. Tout ça. Après, sur les notions de calcul mental, il y en a, c'est du calcul mental et des automatismes. Par exemple, les fractions décimales. Le cahier de calcul mental me permet de revenir dessus. En fait, c'est quelque chose que j'aurais vu en cours à un certain moment de l'année. Alors, je pense que j'ai fait ça au début de l'hiver. Donc, on a fait ça en cours, on a fait nos exercices, on a fait nos évaluations, et puis peut-être que 2 mois plus tard, avec le cahier de calcul mental, justement, je vais réinvestir ça, on va refaire des exercices, on va retravailler dessus, et on va réévaluer. Et ça, pour plein de choses, en fait, le cahier de calcul mental, je l'utilise
soit pour découvrir certaines notions, c'est le cas par exemple de tout ce qui est purement calculatoire avec les nombres entiers, les méthodes de calcul, soit en parallèle d'un cours, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir des exercices en plus et d'automatiser rapidement certaines choses, soit pour revenir sur des notions qu'on aura vues à d'autres moments de l'année. Donc le cahier de calcul mental est aussi un outil pour revenir sur des notions qu'on aura travaillées. Et après, les fiches que je vous ai montrées en dernier, que je prépare pour l'année prochaine, justement, il y a vraiment cette notion de réinvestir des choses qui auraient été vues au cours de l'année. Parce que oui, effectivement, c'est sans doute quelque chose qui manque aussi, que je fais peut-être pas assez. Encore une fois, je prétends pas que tout ce que je fais soit parfait. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais continuer à progresser et avancer. J'espère que c'est clair tout ça. En tout cas, il y a beaucoup de remerciements disant que c'était très intéressant et très clair. Donc j'imagine quand même que tout le monde est satisfait du webinaire. Il y a encore d'autres questions sur notamment la progression. Le cahier de calcul mental est calé sur la progression, en fait. Alors, ce que je viens de dire, en fait, non. Ça dépend vraiment des thèmes. Donc, je redis, tout ce qui est calculatoire, les premières fiches du cahier, c'est vraiment du pur calculatoire qui n'est pas relié spécialement avec des thèmes de leçon, avec la leçon. Après, il y a des choses que je vais réinvestir, par exemple, sur les périmètres. Sur les conversions des unités simples, hein, longueur et tout ça, je réinvestis avec le cahier de calcul mental. Des choses qu'on va revoir plus tard dans la leçon. Donc, on est souvent décalé. On est souvent en décalé, soit pour découvrir des notions. Ça peut être le cas, par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la fiche sur les priorités opératoires. Sans les parenthèses, on peut les découvrir avec le cahier de calcul mental. Ça permet de faire des exercices et un petit peu plus tard dans l'année, le refaire, le formaliser vraiment dans la leçon. Mais on peut faire aussi le contraire, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir découvert déjà parce qu'on en avait besoin pour résoudre des problèmes, par exemple, et un petit peu plus tard dans l'année, le refaire une nouvelle fois en calcul mental pour s'assurer que les automatismes sont toujours là. Donc, en fait, on peut utiliser le cahier de calcul mental soit en parallèle de certaines leçons, soit en amont, soit au contraire plus tard pour réinvestir. Et peut-être qu'on peut prendre une dernière question. Là, tout le monde commence à être sur des remerciements. Une question notamment sur les élèves à besoins particuliers dans vos classes, si vous avez déjà essayé ou si vous avez eu des retours d'expérience, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup d'autres enseignants qui utilisent finalement ces supports mis à disposition sur votre site. Alors au niveau alors là c'est encore quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de travail à faire pour ça. Alors par exemple sur les élèves dyslexiques, par exemple le travail sur les exerciceurs, c'est un outil que ces élèves-là apprécient par exemple, parce que forcément travailler sur taper au clavier c'est mieux que d'écrire. Mais c'est vrai, par exemple, mon cahier de leçons, j'y ai pensé, j'ai vraiment pas eu le courage de refaire toute la mise en page, mais je me suis dit, mon cahier de leçons, il faudrait que je refasse une version en changeant la police de caractère, peut-être en aérant plus, etc. Donc, je suis très clairement pas suffisamment au point sur cette problématique-là. J'espère que je vais avancer, mais j'ai beaucoup de travail devant moi. Je n'ai pas vu d'autres questions. On me pose une question sur mes effectifs, mais je vais faire des jaloux, je pense. Cette année, j'ai 2 classes de 6e à 14 et 15 élèves. 14 dans une, 15 dans l'autre. Et c'est une grosse année. Est-ce qu'il y a encore... Oui, je sais que j'ai beaucoup de chance et c'est pour ça que je ne reviens pas en France pour le moment. Peut-être une petite dernière question et puis après on va clore le webinaire. Je ne sais pas s'il en restait qu'on n'a pas lu. C'est pas impossible, mais je crois que... Ouais. Du coup, je vais reprendre la parole si ça vous va, Jean-Yves. Avant que vous ayez un petit mot de la fin. Ça me va très bien. Merci à tous ceux qui sont encore là, en tout cas. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Je suis très visible et très facilement contactable sur Twitter et sur le groupe Facebook et sur mon site aussi. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci, Jean-Yves.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste redire le nom du groupe Facebook, peut-être, pour que... C'est le coin boulot des profs de maths. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le nom complet. Je sais pas. Je suis sûr qu'il y a plein de collègues qui savent et qui peuvent peut-être le partage. Super, merci beaucoup. Et puis merci à tous d'être venus. Merci pour toutes ces questions. Donc n'hésitez pas à contacter Jean-Yves sur son groupe Facebook ou sur Twitter. Vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire un email avec le replay du webinaire directement. Et si jamais vous ne le recevez pas ou si jamais vous voulez faire partager ce replay, en fait, il va être également disponible sur la chaîne YouTube des éditions Hatier. Donc vous pourrez le consulter, il y sera dans quelques jours, vous pourrez voir le replay sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous et sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.